Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life IQ. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Alors, comment est-ce que vous allez, mes abonnés? Comment est-ce que vous allez, tout le monde? C'est un plaisir encore de partager cette vidéo avec vous. Alors, je me mets devant ma caméra encore pour cette petite vidéo et j'ai intitulé cette vidéo Ahmed Bakayoko, voulant te maintenir au pouvoir, voici l'antidote. Le titre, je peux le changer, je vais le changer pour mettre un titre plus approprié selon l'allocution de ma vidéo. Alors, je fais cette vidéo par rapport à tout ce qui se passe sur la toile, par rapport aux vidéos de cyberactivistes, par rapport au procès des Gbagbo, à la CPI, par rapport à la politique en Côte d'Ivoire, par rapport à la CEDEAO, par rapport à toute l'actualité de maintenant. Alors, ce qui m'a interpellé dans cette vidéo et qui me pousse à la faire est spécialement lorsque M. Ahmed Bakayoko avait décidé d'immatriculer les militaires de l'armée ivoirienne. J'avais fait une vidéo dessus et j'ai décidé de faire une autre vidéo dessus pour lui dire que ce n'est pas vraiment la solution. Alors dans cette vidéo, nous allons aller un peu, c'est une vidéo géopolitique, géostratégie et géomilitaire, surtout géomilitaire. Je fais la vidéo parce que il faut savoir que si nous partons de la genèse, de la charte de l'impérialisme et toutes les guerres qui sont un peu partout en Afrique, nous voyons déjà le but que les Européens, les Occidentaux, cette charte de l'impérialisme veut atteindre. On va se détendre dans cette vidéo et suivez cette petite allocution. Alors, d'abord, je la fais, l'allocution ou la vidéo, parce que j'ai regardé d'autres vidéos de cyberactivistes et j'ai commencé vraiment à penser, j'ai commencé à méditer. Sachez que je ne passe pas tout mon temps à penser à la Côte d'Ivoire, ou bien sachez que je ne passe pas tout mon temps à faire des vidéos, ou bien sachez que je ne passe pas tout mon temps. Je suis vraiment en paix, je suis vraiment zen. Ce sont des idées qui me viennent et je partage avec vous. À part que faire des vidéos, je suis bien dans ma peau et je vais très bien. Mais, puisque la politique en Côte d'Ivoire, elle est là, c'est-à-dire que les Ivoiriens vivent le quotidien de cette politique et de tout ce qui s'est passé, raison pour laquelle je partage les vidéos, j'interpelle, je conscientise, je parle et je parle. Et j'ai décidé de parler jusqu'en l'an 2020. Et donc jusqu'à l'an 2020, à force de faire les vidéos, beaucoup de gens qui me suivent vont comprendre la politique en Côte d'Ivoire et même la politique en Côte d'Ivoire par rapport à d'autres nations qui se trouvent autour de la Côte d'Ivoire, tels que les autres pays de la CEDEAO. Et donc, dans cette vidéo, comme je l'avais déjà mentionné, si on veut partir de la charte de l'impérialisme, cette fameuse charte dont je vous avais parlé de la dernière fois dans une de mes vidéos, nous voyons que le but de ceux qui l'ont établi, c'est d'exercer un pouvoir sur les autres nations de l'Afrique et même partout dans le monde. Et donc, ça, ce sont des hommes qui ont élaboré cette charte.
Ce sont des hommes qui se sont associés un matin, ils sont réunis et ils ont écrit cette charte. Ce n'est pas une loi divine, ce n'est pas un fait divin, ce n'est pas un truc naturel que absolument les pays africains doivent vivre cela, ou bien les pays en voie de développement ou sous-développés doivent forcément vivre par rapport à ceux qui sont forts sur ceux qui sont faibles. Et donc cela peut changer, cela peut varier. Sachez que toute action a une conséquence. Ou bien toute action aussi a une réaction. Et donc, si on regarde toutes les guerres en Afrique, particulièrement en Afrique, selon leur charte, il faut savoir que c'est pour que ces pays-là soient toujours sur leur joug et vendent des armes. Et donc aujourd'hui, de nos jours, en 2018, c'est réellement inacceptable et inconcevable que d'autres veulent faire croire à d'autres choses. D'accord? Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est une histoire vraie. Ça se met sur les réseaux sociaux. Et j'aime beaucoup parler de tout ce qui est militaire. Parce que tout ce qui est militaire, tout ce qui est armement, tout ce qui est armé, c'est comme un jeu. C'est comme il y a un terrain et il y a deux équipes qui jouent, toujours. Toujours. Il y a un qui va gagner et il y a un qui va perdre. Et donc, la petite histoire est que pour ceux qui aiment bien tout ce qui est militaire, il y avait eu une fois dans l'armée américaine un soldat, un militaire du nom de Manning qui avait balancé des informations ultra secrètes sur Wikileaks. C'est-à-dire qu'il avait envoyé les informations à Wikileaks. Et après, il a été interpellé et il a été condamné pour ça. Il faut savoir que les militaires, ce sont des gens qui s'ennuient beaucoup. Parce que lorsque tu es militaire, il faut que tu combattes. Il faut combattre. On ne peut pas t'entraîner sans que tu combats. C'est pour ça souvent, les militaires de l'Ecomog ou bien les militaires européens viennent sur leur jeu de terrain en Afrique. Ils ont leur pays qui est plus grand que pour nous. Nos pays en Afrique, mais ils sont toujours sur le continent des autres avec leur armement. Parce qu'ils ont besoin de graisser leurs armements, de permettre de rouler dans le sable. Ils aiment ça. Ils ont besoin de s'entraîner. C'est comme ça qu'ils s'entraînent. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais. Et ils ne vont jamais y aller. Nous ne partons jamais chez eux pour faire ces entraînements. Eux, ils sont toujours chez les autres en train de faire ces genres d'entraînement. Parce que un militaire, ça se bat. Un militaire, ça ne reste pas au salon, ou bien ça ne reste pas dans un pays et puis fumer une cigarette et boire du café et se la jouer. Non, un militaire, ça va sur le front. Et donc, les militaires, leur psychologie est, souvent, ils peuvent être faibles. Et l'histoire de Manning, comme il était marginalisé et il se sentait seul, il est allé sur, c'est-à-dire, il est allé sur Internet et il a commencé à parler avec un correspondant. Et c'est comme ça qu'il a balancé des informations ultra secrètes de l'armée américaine. Et ça a été intoléré. Pourquoi je vous fais cette anecdote? Je vous fais cette anecdote
à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Lorsque M. Ahmed Bakayoko dit non, qui va identifier maintenant ou immatriculer les militaires, leur donner des empreintes digitales, c'est-à-dire plutôt pour qu'on prenne les empreintes, c'est-à-dire qu'il va les immatriculer. Vous avez utilisé et vous avez fait croire qu'il y avait une crise identitaire en Côte d'Ivoire. Vous avez utilisé une crise identitaire ou bien faire croire qu'il y a une crise identitaire pour attaquer la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on regarde bien, est-ce que vous avez réglé le problème? Pensez-vous que c'est en identifiant ou en immatriculant les militaires que vous serez à l'abri? Ici, dans cette vidéo, je vous donne l'antidote pour que vous soyez en paix dans votre gouvernance. C'est-à-dire pour que vous maintenez au pouvoir si vous voulez. Vous avez fait croire que il y avait des problèmes entre les Ivoiriens et vous êtes venus vous installer. Ici, si on veut voir, si on veut bien analyser, autant d'Oufoué, c'était un seul parti. D'accord? Et autant, lorsque Gbagbo est venu, il a créé le multipartisme, c'est-à-dire la démocratie. Et vous n'avez pas aimé ça. Vous avez fait croire. Vous avez fait une union avec le PDCI pour créer un parti. Ou bien vous êtes mis ensemble et vous avez fait sauter le multipartisme, c'est-à-dire le président, le régime de M. Gbagbo. D'accord? Donc, d'un seul parti en Côte d'Ivoire, vous avez fait association, alliance avec d'autres, vous avez fait sortir d'autres. Et maintenant, vous voulez que le PDCI soit avec vous. Eux aussi, ils disent que non, ils ne vont pas être avec vous. Ils ne veulent plus être avec vous parce que vous n'avez pas été loyal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre intention, c'était la démocratie qui vous gênait. C'était la démocratie aussi qui vous gênait. Parce que lui, son parti, lorsque son parti a été créé, il y a eu le multipartisme. Maintenant, vous voulez faire de la Côte d'Ivoire une monarchie, c'est-à-dire, vous voulez créer, vous voulez faire fi du multipartisme, avoir un seul parti. Sinon, pourquoi est-ce que vous retenez encore M. Roland Gbagbo à la CPI? Pourquoi c'est sa personne même que on le retient encore? Pourquoi vous l'avez écarté? Ça veut dire que si vous l'avez écarté, si c'est lui le berger, mais le troupeau est dispersé. Donc c'est l'idéologie de la politique en Côte d'Ivoire que vous essayez d'enlever, d'extraire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'avant c'était un seul parti, il y a eu 2 ou 3 ou plusieurs. Vous venez, vous l'écartez, vous prenez le berger et vous voulez tuer l'idéologie démocratique à travers le FPI. Moi, je ne suis pas trop dans les partis, mais c'est ce que je vois. En fait, c'est l'idéologie que vous voulez tuer. Sinon, pourquoi est-ce que lorsque le PDC ne veut plus se rattacher au RHDP, pourquoi est-ce que ça vous offusque? Vous voulez former un seul parti unique en Côte d'Ivoire et vous êtes au-dessus. Vous êtes les Manitou, les gourous au-dessus. Parce que c'est ce que vous avez utilisé pour venir. Vous êtes alliés à d'autres et vous avez fait sortir, vous avez fait sauter l'autre. Maintenant, les autres avec qui vous êtes alliés
ont vu que vous n'étiez pas assez loyal. Ils se séparent de vous et vous ne voulez pas. Donc ça veut dire quoi? Pour lutter contre vous, on doit faire la même chose. Ça veut dire qu'on doit se séparer de vous, s'allier à d'autres et vous faire sauter comme l'autre. C'est-à-dire M. Laurent Gbagbo. Parce que M. Laurent Gbagbo, peut-être qu'il ne fera plus la politique. Jusqu'à l'an 2020, il sera âgé. Il sera fatigué. Lorsque vous mettez quelqu'un en prison et que la personne reste inerte, sans rien faire, il est improductif. Mais il perd tout son élan politique. Il perd tout son élan, ses ambitions politiques. Mais vous ne savez pas que même vous qui êtes dehors, vous êtes en prison aussi. Vous êtes dans une prison mentale. Ok? Vous êtes dans une prison mentale. Vous êtes dehors, mais vous êtes dans une prison. Parce que vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas du tout à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri, mes chers amis. Vous n'êtes pas à l'abri. Vous voulez identifier les militaires parce que vous pensez que c'est en les identifiant que vous allez vous en sortir. Si vous voulez vraiment être en paix, il va falloir aller à la racine du problème. Parce que si on regarde bien, et je vais prendre cette vidéo, je vais vous montrer cette vidéo, ceux qui ont attaqué dans la rébellion, effectivement, ce n'étaient pas des Ivoiriens, il y avait des étrangers dedans. Et on peut voir ça, on va voir ça dans cette vidéo. Je vous la montre. Bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro d'Arte Reportage. Les guerres et les conflits laissent des traces indélébiles. Nous en parlons régulièrement ici en retournant dans les régions meurtries. C'est ce que nous ferons un peu plus tard dans cette émission avec un reportage réalisé en Serbie 12 ans après l'intervention de l'OTAN. Mais commençons par les crises actuelles, la guerre en Libye et le conflit en Côte d'Ivoire. C'est notre premier reportage ce soir, la bataille d'Abidjan qui a fait chuter Laurent Gbagbo au début de la semaine. La fin d'un règne qui aura duré plus de 10 ans, l'élection présidentielle de novembre devait permettre à la Côte d'Ivoire de repartir sur de nouvelles bases. Mais le président sortant a résisté pendant plus de 4 mois. L'intervention des casques bleus et de l'armée française a précipité les événements. Grégoire Degnaud et Johan Baudin ont suivi pour nous ce dénouement aux côtés des forces d'Alassane Ouattara, le nouveau et désormais unique président ivoirien. Un carnet de guerre avec parfois des images et des scènes extrêmement violentes. Aujourd'hui, on a attrapé Gbagbo. C'est la liberté. Devant l'hôtel du Golfe, la joie des hommes de Ouattara. Leur ennemi vient de tomber. On est libéré de Laurent Gbagbo. On est libéré de la dictature. On est libéré du sang. On est libéré du mensonge. On est libéré de la mort. L'arrestation s'est produite quelques minutes plus tôt. Les hommes de l'armée républicaine avaient comme consigne impérative de prendre Gbagbo vivant. Alors non seulement on ne le tue pas, mais on le protège, on l'affuble d'un gilet pare-balles, d'un casque lourd. C'est ta femme.
Simone, l'épouse du président déchu, est traitée avec moins d'égards. Quant à son fils Michel, il échappe de peu au lynchage. Amené à l'hôtel du Golfe, le QG de son rival, Laurent Gbagbo est forcé de poser avec ceux qui l'ont capturé. Pour lui et les siens, c'est la fin humiliante de 10 ans de règne. Le dernier acte n'aura duré qu'une semaine, entamé avec l'arrivée aux portes d'Abidjan des hommes du Nord. Les troupes du président élu Alassane Ouattara, rebaptisé Force républicaine. C'est prêt là pour partir au combat là? Bien sûr. Plus que le mot prêt. Tu es venu pour tuer. Ta mission c'est ça. Gbagbo a affaire à nous. Et on va le descendre. Quels que soient ces obstacles, Gbagbo est en face de certains garçons. Certains de ces guerriers sont des vétérans des campagnes. Et donc, vous avez vu, vous avez entendu même l'accent des gens qui parlent, ces militaires-là. Vous sentez que ce sont vraiment des rebelles venus d'ailleurs, des mercenaires venus d'ailleurs. Et qui ils attaquent? Ils attaquent le régime de M. Laurent Gbagbo. Et maintenant, lorsque Ahmed Bakayoko nous parle d'immatriculer, mais pourquoi vous voulez les immatriculer? Vous pensez que c'est en les immatriculant que vous êtes à l'abri? Vous n'êtes pas à l'abri, mes chers amis. Si vous voulez, vous la coulez douce et continuez ce régime de monarchie là, parce que personne ne peut parler, personne ne peut dire ce qu'il pense. Il va falloir soit fermer les frontières de la Côte d'Ivoire. Quand je parle de fermer les frontières, ça dit fermer les frontières à partir du nord de la Côte d'Ivoire. Ça doit être très strict. Il faut que maintenant les frontières de la Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali, la Côte d'Ivoire et la Guinée, parce que ces pays limitrophes là parlent français. S'ils parlaient anglais, ça allait nous sauver. Mais ils parlent français. Et ils parlent français. Vous allez voir que les guerres, par exemple, ceux du Rwanda ou bien du Congo, surtout au Cameroun, on parle de la crise anglophone. Vous voyez comment les Blancs nous manipulent? Vous voyez comment les Européens nous manipulent? C'est parce que ces pays limitrophes parlent français. Et puis même pour la Côte d'Ivoire, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien. Parce que non seulement ça, ils parlent français, mais ils sont aussi, de part et d'autre, ils sont de religion, de la même religion. C'est pour cela que la crise en Côte d'Ivoire, lorsque les gens ont dit que c'est la crise identitaire, ça a mis du beurre dans les yeux de tout le monde. L'ONU est intervenue. Toute l'Afrique a intervenu. Mais le fond, ça n'avait rien à voir avec une crise identitaire. C'était juste pour créer la guerre, pour vendre des armes, pour déstabiliser cette Côte d'Ivoire. C'était les prémices de ce qu'on voit maintenant au Sahel. C'est-à-dire toutes les armées européennes qui sont européennes, américaines et consorts qui sont au Sahel. Pour les richesses, comme l'uranium, Boko Haram. Le concept du terrorisme, c'est vrai, ça existait. Mais c'est qui était en Afghanistan. Les pays qui ont été frappés du terrorisme, ce sont les pays européens, ce n'est pas les pays africains. Comment se fait qu'ils transvasent leur concept de terrorisme en Afrique? Mais parce que c'est rentable pour évacuer les armes, pour évacuer, pour reconstruire le pays. Chez nous, on reconstruit de façon perpétuelle. Chez eux, on maintient, mais on ne reconstruit jamais. Parce que les pays sont déjà construits. Ils vont dire, bon, Lisa, tu profites de leur pays. Et puis tu dis, mais oui, je profite, c'est normal. Mais moi, ici, je vais vous faire ouvrir les yeux. Il va falloir, si vous voulez régler le problème en Côte d'Ivoire, il va falloir adresser ce problème de frontière avec les autres pays. Ça, c'est un premier antidote. Le deuxième antidote,